Bonjour et bienvenue, je suis Adeline, coach digitale et fondatrice de Rayonne-ta-com. C'est une communauté qui met en lumière les entrepreneurs du bien-être et pas que. Et aujourd'hui, on va accueillir Valérie Duchaillu, qui est praticienne en massage énergétique chinois, Tuina et Tantra. Elle est également animatrice de cercles de femmes sur le rapport au corps et à l'intimité. Et elle est également passionnée par le mouvement. Elle va vous en dire plus sur ce sujet. Et elle accompagne aussi les personnes qui ont vécu des traumas. Valérie, je te remercie d'être là. On se connaît depuis un petit moment maintenant parce que voilà, je t'ai accompagnée pendant 9 mois en coaching. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir et que tu nous parles de ton activité et de tous tes beaux projets qui émergent et que tu nous partages ta belle lumière. Bonjour. Écoute, je vais te laisser te présenter. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. Écoute, je trouve que tu as dit l'essentiel, le rapport au mouvement. Ça fait une quinzaine d'années que je pratique. J'ai découvert l'énergétique chinoise en faisant du tai chi chuan. Et je suis tombée dans le milieu de la médecine chinoise et j'ai décidé d'en faire mon métier. Et puis, j'ai, parallèlement à cette activité d'énergétique, qui est le gros de mon travail, je suis artiste et je peins, je crée des sols en scène féministes et tout ce qui, en fait, le cœur de mon activité, de ce que je suis, tu l'as dit, c'est le mouvement et c'est le rapport au corps, le mouvement dans le corps, le mouvement avec le corps, le mouvement qui émerge du corps. Donc la danse, le tracé du pinceau sur la toile, le mouvement des saisons. Et le mouvement interne du cycle du corps, le mouvement organique, et donc ce rapport au corps, et en particulier le corps des femmes. Merci pour toutes ces explications. De toute façon, on va y revenir en profondeur. Et en premier lieu, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours, peut-être ce que tu faisais avant, parce que est-ce que c'est une reconversion ou pas? Et comment tu es arrivée justement à être cette personne qui accompagne les femmes et aussi les hommes. Voilà. Comment ça s'est arrivé dans ta vie? Alors, l'écriture, la peinture, l'aspect artistique a toujours été présent dans ma vie. J'ai toujours dansé, que ça soit enfant ou à l'âge adulte. J'ai toujours peint et écrit. Comment j'en suis arrivée? Donc, je l'ai dit, à l'énergétique via le tai chi chuan. Et en fait, c'est au cours de ma pratique que les choses se sont précisées, affinées, et que comme si le chemin existait et que je ne faisais que suivre le chemin. C'est pas une décision que j'ai prise, c'est un chemin qui s'est ouvert et que j'ai décidé de suivre. J'étais pas épanouie dans mon travail. Et donc, à un moment donné, ça faisait longtemps que je me disais, peut-être que je vais mener les deux de front. Et en fait, c'était impossible. Et un jour où j'en avais assez, j'ai pris une décision radicale qui s'est imposée à moi. Je suis partie de mon travail, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Mais c'était présent en moi depuis très longtemps et le chemin était déjà là. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais je peux pas passer d'un chemin à l'autre, je vais continuer cette voie-là. Et pour répondre à la deuxième partie, qui est vraiment l'accompagnement, j'ai commencé dans le massage, on va dire, bien-être. Sauf qu'en médecine chinoise, on est au-delà du bien-être. Mais moi, dans ma pratique, j'étais pas un maître de 3000 ans d'expérience, donc je tâtonnais. Et petit à petit, j'ai trouvé mon style. J'ai trouvé vraiment ce qui m'animait et des choses sont apparues, et notamment en stage avancé, tout ce qui va être nettoyage énergétique sur lequel on reviendra et sur lequel en fait, est basé le cœur de ma pratique. Mais comment c'est arrivé avant même tout ça, finalement? Comment tu as découvert la médecine chinoise? Comment tu as eu envie d'approfondir ton rapport avec toi-même aussi? Comment c'est venu? Mon rapport avec moi-même, j'ai fait une psychanalyse
Donc Ok. ça, je pense que c'est vraiment important parce que on dit souvent en psychanalyse que la personne qui accueille doit elle-même avoir été dans un travail d'analyse. Donc moi, j'ai fait une psychanalyse assez longue. Euh, j'ai eu des épreuves dans ma vie comme tout le monde. Notamment, j'ai surmonté des épreuves en rencontrant le bouddhisme et la pratique du village des pruniers, qui m'a accompagnée de façon très proche pendant des années, avec de nombreuses retraites, de nombreux séjours d'une journée, donc les journées de pleine conscience. On a la chance que le village des pruniers soit en Dordogne, à 1h30 de Bordeaux où je réside. Et donc, ça a complété, je vais dire, mon travail d'analyse et mon travail spirituel. Et j'ai trouvé dans la spiritualité ce qui m'avait manqué en fait dans l'analyse, dans la psychanalyse que j'avais arrêté, qui m'avait appris des choses, et puis qui est mon chemin, qui est mon parcours, et que j'ai complété dans une ouverture spirituelle. Donc vraiment, ça, c'est ce qui me fait aujourd'hui, me fonde aujourd'hui. Pour ce qui est de l'énergétique chinoise, je dirais c'est un hasard. C'est vraiment la pratique du Tai Chi Chuan. Je faisais des pratiques corporelles au sol. Donc, et puis un jour, j'en ai eu marre d'être au sol. J'ai voulu me mettre debout et à ce moment-là, j'ai déménagé et j'ai rencontré un cours de Tai Chi Chuan. Donc, j'ai fait des stages. Dans les stages, il y a des gens passionnés de médecine chinoise et d'énergétique chinoise. Et notamment une amie qui proposait des stages de découverte du massage chinois à titre de loisir. Et donc, j'en ai fait. Et de là, je suis tombée dans la médecine chinoise. Donc toi, tu as vraiment eu cette impression d'être guidée finalement sur ton chemin et d'accueillir finalement les choses qui arrivaient vers toi et de te laisser vraiment faire, quoi, c'est ça? Oui, alors, pendant longtemps, j'ai été décisionnaire. Je suis une personne très, très volontaire. Et je me fixais des objectifs que j'atteignais parce que j'en avais les capacités. Et arrivé à l'objectif, ça m'est arrivé, et en particulier pour un projet professionnel, de me dire, mais en fait, je suis dans une impasse. J'ai projeté quelque chose qui ne me correspond pas, qui me nourrit pas, qui me met en souffrance. Et quand j'ai quitté de l'instant, parce que je dirais pas c'est du jour au lendemain, c'est qu'un jour la goutte a débordé, mais j'ai vraiment pris mes affaires. J'ai eu ce qu'on appelle une page blanche, hein, tout s'est arrêté et là j'ai dit ça suffit. Et là à ce moment-là, ma décision qui a été la meilleure de ma vie, c'est-à-dire je ne vais plus prendre de décision. Là, je ne fais plus de projet, je ne me fixe plus d'objectifs. En tout, je laisse, comme on dit, le terrain en friche et on va voir ce qui apparaît. Et donc, c'était pas une décision de devenir praticienne en énergétique chinoise. C'est pas un jour je me suis dit je vais devenir en praticienne en énergétique chinoise. Il se trouve que ça faisait plusieurs années que je faisais ces stages de façon amatrice. Et quand j'ai arrêté de travailler, je me suis dit bon, au lieu de continuer à faire des stages, je vais pratiquer. Maintenant, il faut pratiquer. Donc, j'ai commencé à proposer à mon entourage. Et puis, d'abord, c'était en don libre. Et puis, après, un petit tarif. Et puis, petit à petit, ça m'a complètement rempli ma vie et j'en ai fait mon métier. Wow. Ouais, donc c'est vraiment finalement un moment où tu étais un peu perdu dans ta vie, où tu as lâché les rênes et tu as laissé finalement, finalement le vase intérieur se remplir par des choses qui étaient beaucoup plus alignées avec toi, quoi. Mais c'est en laissant justement cette friche, on va dire, que ça a pu germer en toi. Ouais, mais moi, je dirais pas que j'étais perdue. Ok, J'étais perdue avant. Avant, ok. j'ai géré, vraiment. Et du jour où j'ai pris la décision, ça suffit. Il y avait quelque chose qui s'était déjà aligné. Oui, tu avais déjà dit stop et maintenant Voilà, il y avait ça quelque se chose met qui à était nouvelle déjà voie. là, qui s'était aligné. Euh, alors bien sûr, j'ai fait beaucoup de stages, de danse des 5 rythmes. Donc ça, c'est venu après, mais je faisais beaucoup de stages, donc j'avais déjà toute cette psychanalyse, j'avais une connaissance de moi, j'avais
déjà un entourage qui était plutôt dans cette recherche d'authenticité. Mais quand j'ai pris cette décision, en fait, j'étais plus perdue. Je m'étais choisie, comme on dit. Ouais. Avec aussi la nécessité à ce moment-là de prendre soin d'une de mes filles qui traversait une période difficile et qui a aussi rendu les choses évidentes. C'est que il faut que je sois là 100% moi pour aussi être un role model, comme on dit, pour être une femme épanouie, pour être là pour elle et avoir les ressources pour elle, notamment. Donc ça a joué dans ma décision de me choisir parce que j'ai choisi aussi ma fille. Tu as choisi aussi d'être un pilier pour elle et comment faire pour devenir ce pilier, c'est en te choisissant et en t'alignant, quoi, finalement. Oui. Et aujourd'hui, ma fille me le dit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as changé? Et elle est pleine de gratitude. Et vraiment, ça a été le travail au village des Pruniers, enfin, tout le travail pour donner de l'amour, pour donner de la compassion et de la présence, il faut en donner à soi-même. Et que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que mais ça a été très, très profond, que pour donner envie de vivre à ma fille, il fallait que moi, j'ai très envie de vivre et je sois heureuse de vivre. Et que le désir de lui donner envie de vivre, c'était pas de la materner, de lui dire mais vas-y, tu vas y arriver. C'était moi d'incarner cette énergie de vie. Ouais, d'être un modèle et qu'elle suive tes pas finalement. Oui, et qu'elle se dise ah oui, on peut, ah oui, on peut être soi, on peut se choisir, on peut. C'est difficile, mais quelque part, on peut. Oui, et je crois que c'est le plus beau cadeau de sa vie qu'on peut faire déjà à soi et après à tout notre entourage, en effet. Oui, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait preuve de résilience par rapport à notamment cette situation familiale et par rapport aussi à ma souffrance au travail, qui à ce moment-là s'accompagnait de harcèlement. Et c'est souvent le cas. En fait, quand une personne est dans l'authenticité, dans l'envie de bien faire, avec des objectifs professionnels ambitieux, il est reconnu que c'est souvent ces personnes-là qui sont harcelées parce qu'elles dérangent, parce que voilà, il y a tout un mécanisme. Donc toute cette situation, il y a eu ce stop et après toute la résilience qui s'est mise en place. Mais ce serait mentir de dire que c'est cette simple décision. Il y avait tout ce travail analytique, qui était là. Même si aujourd'hui j'aurais des choses à dire sur la psychanalyse, en tout cas c'est le chemin que j'avais choisi à ce moment-là. Oui, pour moi la psychanalyse c'est un peu, on est en haut de l'iceberg, on va aller défricher un peu, mais à un moment donné, faut plonger dans les profondeurs. Et là, j'ai l'impression, enfin, dans ce que j'ai vécu et ce que tu me dis aussi, ce que je ressens, c'est que la psychanalyse, elle peut pas nous emmener des fois à aller vraiment creuser profondément. Alors, je dirais pas du tout ça. Pour moi, c'est pas du tout. Pardon. Non, mais c'est intéressant. Pour moi, c'est pas du tout la vision de ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est effectivement le chemin des profondeurs. Okay. Mais c'est le chemin des profondeurs. C'est pas la psychothérapie. On est vraiment dans le chemin des profondeurs. Sauf que moi, mon chemin, là, à un moment donné, et ça, c'est ce que j'ai eu l'impression de pas trouver. J'étais dans mes profondeurs. Je les ai visitées. C'est avec la psychanalyse que j'ai visité mes profondeurs. Ça, c'est certain. Ce que j'ai pas trouvé dans la psychanalyse, c'est la résilience pour en sortir. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si tu tournais un peu dans le passé, dans ce qui est sombre. Voilà, et d'identifier ce qui va pas, mais à un moment, c'est cette décision de dire stop, et c'est à ce moment-là aussi où j'ai dit stop à la psychanalyse. C'était un grand stop où à un moment, il y a un truc qui s'est vraiment aligné. Et je me souviens dans un stage où on faisait une pratique, et j'ai senti, c'était hyper... D'ailleurs, j'ai énormément pleuré d'émotion. Mais j'ai senti vraiment, quand on dit que ça s'aligne et qu'on fait ce geste-là, mais je l'ai vraiment senti à cet endroit-là. C'était impressionnant. Un truc avec clonk. Et là, j'ai pleuré, ça coulait. Et il y avait un truc, voilà, paf, qui s'était mis. Décristallisé. Et c'est peu de temps après où j'ai
suite à un courrier de harcèlement de trop, ou à la lecture de ce courrier dans le cadre de mon travail, j'ai dit maintenant ça suffit. Et voilà. Et c'était quel atelier que tu faisais quand c'est arrivé? Alors, c'était un stage long avec l'Université du Nou, donc qui est une association qui propose des formations sur l'intelligence collective. Et donc, cette semaine de se passer autour de la création collective d'une soirée cabaret. Donc, tous les outils de décision de qu'est-ce qu'on va créer se faisaient de façon collaborative. Donc, par ce biais-là, on apprenait les outils de co-création collaborative. Et il y avait cet enjeu en plus d'être mis en scène et de parler de soi et de créer. Donc, il y avait ce double aspect. Donc, on avait des ateliers de décision collaborative avec les méthodes et on avait des temps animés par des praticiens artistiques. Et là, ce matin-là, c'était même pas ça. C'est genre, j'étais allongée, je crois que c'était le dernier jour, comme par hasard. Et j'étais allongée en attendant le début de la pratique de fin. Et à ce moment-là, j'étais en respiration profonde, en attendant, un peu en méditation. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti ce mouvement qui a été provoqué par tout le travail de la semaine, mais pas de la pratique en particulier. Ouais, comme un accouchement, et avec la respiration, ça t'a vraiment emmené dans cet endroit qui était prêt finalement à éclore, quoi, peut-être. Oui, et alors, là aussi, je reprends les mots, si tu me permets. C'est pas éclore. Oui. C'était à se rassembler. Ouais, l'éclosion, c'est après. C'est vraiment, à un moment donné, ça se rassemble comme s'il y avait dissociation. Et c'est le cas quand on est en souffrance et quand on n'est pas aligné, il y a dissociation. Il y a une partie de soi qui est là, il y a une partie de soi qui est là, il y a une partie de soi qui a envie de ça, mais il y a les peurs qui font agir autrement. Donc, il y a ces multiples dissociations. Je disais souvent en psychanalyse que j'avais l'impression d'être dans plusieurs pièces de la maison en même temps. Et quand j'étais dans une pièce, j'étais jamais totalement là. Et oui. Et vraiment, ça, c'est les mécanismes de dissociation. Et à ce moment-là, dans cette pratique-là, il y a quelque chose en moi qui s'est réassocié. Okay. Donc, c'est pas toute la réconciliation, parce qu'une dissociation, c'est beaucoup plus complexe. On le sait dans les syndromes de stress post-traumatique, la dissociation, c'est plus complexe. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a une partie de réconciliation et de réassociation qui s'est faite pour ensuite permettre l'éclosion. Et l'éclosion, elle est venue petit à petit. En bouddhisme, on parle blooming, éclore les fleurs. En fait, il faut laisser le temps. Une fois que moi, j'avais retrouvé ma graine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, c'est là, je vais juste arroser. Je prends pas de décision. Je connais pas mes graines, je sais pas ce qu'est là. Mais en fait, c'est venu assez naturellement. Et pour revenir sur le fait que j'étais perdue, c'est aussi, je voulais écrire à ce moment-là. Et donc, ce qui avait vraiment motivé aussi l'arrêt de quitter le travail, c'est d'écrire. Et c'est là où j'ai écrit mon premier spectacle, puis mon deuxième spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes spectacles ? Oui. Oui, donc le premier spectacle s'appelle Chemise d'homme. En fait, j'étais en train d'essayer d'écrire un roman. Mais là aussi, c'était un objectif que je m'étais fixé. Et là, je paniquais, je me disais, voilà. Et à un moment donné, dans ce travail d'écriture, je me suis arrêtée et j'ai pris un chemin de traverse. Et au cours d'une nuit, suite à une déception affective, mais mineure, on va dire, toute la nuit, j'ai écrit des petits souvenirs amoureux. Et j'ai écrit pendant 48 heures. Et en fait, de ces souvenirs amoureux, j'en ai fait un spectacle, sans savoir que j'avais envie de faire un spectacle, et en le sachant, puisque c'était ce qui était juste, puisque je dansais, et que depuis toujours, petite, j'avais envie de faire un solo dansé, c'était un rêve de petite fille. Et là, je me suis dit, je vais faire un solo dansé à ma manière, et je vais répondre à ce rêve de petite fille. Et à ce moment-là aussi, je faisais du patchwork. Donc le patchwork, on est vraiment sur ce dont je parlais tout à l'heure, de remettre les pièces ensemble, de réassocier. Et donc le patchwork est extrêmement thérapeutique. Vraiment, c'est de la multiplicité, on fait l'unité.
de la multiplicité des couleurs, on fait l'unité, de la multiplicité des formes, on fait l'unité. Et donc, ce spectacle, c'est une lecture théâtralisée de ces 30 souvenirs amoureux, chacun commençant par « je me souviens », il, et le il étant anonyme, et c'est un miroir, en fait, de ce que vit une femme, donc, et sa sexualité entre ses 40 et ses 50 ans. Avec un patchwork, avec une vidéo de la conception et de la réalisation de ce patchwork qu'a fait une amie artiste vidéaste. Et donc, on est vraiment dans, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était très thérapeutique, c'était un travail de résilience. Et c'était dire qui je suis et aussi m'autoriser sans être comédienne professionnelle, sans avoir fait d'école d'art, bien que j'ai travaillé longtemps dans le milieu culturel, donc j'avais quand même une culture artistique importante et un désir artistique important, mais de faire cette réalisation. Voilà. Donc ça, c'est mon premier spectacle, Chemise d'homme. Bah, bravo à toi de t'être écoutée et d'avoir réalisé un de tes rêves d'enfant. Ouais, c'était absolument incroyable de faire ça. Voilà. Et le deuxième spectacle, donc il se trouve que la protagoniste, la narratrice du spectacle est ce qu'on appelle une femme fontaine, donc connaît la jouissance fontaine, donc forcément ça fait partie de ses souvenirs amoureux. Et le deuxième spectacle m'est venu le soir de la première de Chemise d'homme, où je me suis dit, mais en fait, je tourne autour du pot. C'est pas, en fait, j'ai envie de parler de la jouissance fontaine. En fait, c'est ça ce qui vraiment m'anime. Donc, c'était le soir de la première, mais ça s'est imposé. Après, il y a eu un long processus de 3 ans, 4 ans de création, de trouver la forme. Et parce que je savais pas si je voulais faire un livre d'artiste, en fait, j'ai beaucoup cherché. Et un jour, au cours d'une conversation avec une amie, où on prépare un atelier femmes sur la jouissance fontaine, je lui ai dit « Ah, mais on pourrait mettre un tableau et faire des grands gestes, ça jaillit, ça coule. » Et là, je m'absente, je reviens, je lui dis « Mais tu sais, j'ai trouvé, je vais faire une conférence gesticulée. » Voilà. Et ça, c'était en quelle année? C'était La première de Souvent Femmes jaillit, c'était en octobre 2020, donc juste après le confinement. Mais c'était le deuxième confinement, c'est-à-dire que juste après ça, on n'a plus eu le droit. Il y avait ce couvre-feu, donc on avait voilà. Donc c'était en octobre 2020 et je l'ai joué une quarantaine de fois. Et la dernière, c'était dans le cadre du Mois Femmes au théâtre Le Levain à Bègles. Donc c'est un mois consacré aux créations femmes. C'était le 8 mars 2024. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mes spectacles en pause. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer alors, si c'est pas le spectacle? Alors, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, intensément, effectivement, tu en as parlé, c'est accompagner les personnes sur les suites de trauma. Donc ça, c'est un aspect. Mais vraiment, là, en ce moment, ce qui m'anime, c'est un programme de cercle de femmes qui s'intitule La Traversée, que je co-anime et que j'ai co-créé avec Emmanuelle, une amie, et qui propose une plongée dans son intimité, qui propose aux femmes une plongée dans son intimité. Donc, c'est 5 dimanches, 5 journées, une fois par mois, de mars à juillet, d'exploration de son corps, de ses seins, de son sexe, de ses émotions, par différents biais corporels, artistiques, de parole, d'écriture. Et comment il est né ce projet? Alors, moi j'ai animé plusieurs cercles de femmes parce que moi-même j'ai eu la chance d'être dans un cercle de femmes qui s'intitulait Sex Lab, créé par une amie, Nina, qui a eu à un moment donné de sa vie le besoin de rassembler des femmes de son entourage pour créer un espace où on puisse évoquer la sexualité. Et donc j'ai été membre de
de ce cercle qui était autogéré. En fait, on amenait les sujets, on préparait des animations nous-mêmes. Voilà, on était dans une expérience vraiment de co-création et d'intelligence collective. Et ça a duré 3-4 ans. Et à la suite de ça, j'ai fait mes premiers cercles de femmes, fortes de cette expérience. Et j'ai assisté à plusieurs cercles de femmes en festival, de plus en plus vers l'intimité et le corps. Moi-même travaillant en tant qu'énergéticienne sur le corps, sur la danse. Enfin, voilà, j'ai petit à petit acquis des outils d'exploration de plus en plus intimes, notamment l'exploration de sa vulve au miroir, qui se fait avec tout un cadre, l'exploration de son sexe au spéculum, ou l'exploration de ses seins, qui sont des explorations joyeuses, ludiques, créatives, dans un cadre soror et avec des outils que moi j'ai pu acquérir auprès d'autres professionnels. Merci. Et tu parles beaucoup de la danse. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours par rapport à la danse? Alors, puisqu'on a parlé intimité, parce que justement, c'est quelque chose qui a à voir aussi avec ce que j'ai dit de la psychanalyse. Donc, ma mère souhaitait être dans ce petit rat de l'opéra. Et sa mère l'en a empêché. Donc, maman a 85 ans. Donc, il faut imaginer, dans les années 50, 60, en fait, pour elle, donc elle lui a dit non. Ça a été une énorme frustration pour ma mère. Ça a été même ça l'a brisée. Ça a brisé maman d'être empêchée. Et ma mère a été beaucoup en souffrance. Et c'était très présent pour moi cette frustration de maman et qui nous disait moi on m'a empêché, je vous empêcherai jamais de faire ce que vous voulez comme métier, comme exploration. Et moi, j'ai dansé, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque de l'expression corporelle, ce on dirait aujourd'hui qu'on appellerait plus danse intuitive et danse libre. Puis j'ai fait du modern jazz et j'ai arrêté. Et puis, à l'âge adulte, j'ai rencontré la danse des 5 rythmes, qui est une danse libre guidée. Et là, comme pour l'énergétique chinoise, ça a été un chemin. Et où je me suis dit, mais c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite et que j'ai toujours voulu faire. Et donc, je me suis lancée dans la danse des 5 rythmes que je pratique de façon très régulière. Et de fil en aiguille, je suis devenue organisatrice d'ateliers et de stages de danse des 5 rythmes à Bordeaux. Donc, j'invite des professeurs à venir enseigner la danse des 5 rythmes. Ok. Et donc ça, c'est le mouvement, le rapport au corps, tout ça, c'est quelque chose aussi, j'imagine que tu emmènes à la fois dans les cercles et aussi peut-être dans ta pratique en général. Alors, le mouvement, c'est la vie. Donc, effectivement, c'est tout le temps présent. Dès qu'on commence en médecine chinoise, ça, c'est le qi, donc l'énergie de vie qu'on ingère avec l'inspiration et qu'on va rejeter avec l'expiration. Le qi circule dans le corps, dans le réseau de méridiens. Il y a 12 méridiens principaux, 5 qui commencent ou finissent dans les mains, 5 qui commencent ou finissent dans les pieds, un axial et un médian autour de la ceinture. Et ces 12 méridiens sont reliés entre eux avec des points de connexion et le qi circule dans ces méridiens en 24 heures. Et en médecine chinoise, la douleur et la maladie sont la conséquence de la stagnation du qi. Donc, c'est le mouvement. C'est d'être toujours en mouvement. Voilà. Donc, ça, c'est la base de la vie, en fait. Et pour la danse des 5 rythmes, c'est cette mise en mouvement. Donc, la fondatrice de cette danse qui s'appelle Gabrielle Roth, qui est américaine, dans les années 80, toute l'école de Palo Alto, donc tout ce qui se passait en Californie à ce moment-là d'expérimentation, dit que c'est de la méditation en mouvement. En fait, c'est vraiment mettre en mouvement ses émotions, mettre en mouvement depuis le plus intime et ce qu'on appelle en anglais et qu'on ne peut pas traduire en français, qui est le core, C-O-R-E,
qui va être la zone du buste, du cœur, du tantien, donc du ventre, là où est la naissance du mouvement. Et on va surtout mettre en mouvement ses émotions. On sait que l'émotion, ça dure quelques secondes, 5 secondes, une émotion. Et en fait, ce qui nous fait nos traumas, ce qui nous fait nos difficultés dans la vie, c'est qu'on fige cette émotion dans le corps. Et donc là, elle commence à se figer dans les tissus, d'où le nettoyage énergétique où on va aller par la détente tendino-musculeuse et par le travail énergétique, libérer ces émotions qui sont figées et prisonnières du corps. Mais on peut le faire aussi par le mouvement dansé, la méditation. On peut le faire aussi par la méditation assise. Sauf que, voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Il y a vraiment cette idée ça me donne envie de bouger, d'aller remettre de la fluidité, remettre du mouvement et aussi de découvrir dans le corps quels sont les différents rythmes de la vie. Donc, dans les 5 rythmes, il y a 5 rythmes, fluidité, staccato, chaos, lyrique et quiétude. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi des rythmes qu'on rencontre dans la vie. Ça me fait penser aussi au cycle de la nature un peu, où voilà, on a différents tempos aussi dans la nature. Oui, tout à fait. Le repos végétatif, donc la graine qui est dans la terre et qui attend et qui prend ses forces et dans laquelle il y a déjà tout. En fait, l'arbre est déjà dans la graine. Et après, l'énergie qui monte avec le staccato. Et puis après, le lyrique, ça va être la frondaison. Et puis après, la quiétude, c'est aussi l'automne. Et puis, comment les feuilles vont tomber. Et hop, de nouveau, ce repos végétatif. Est-ce que la nature, c'est quelque chose aussi qui est important pour toi, qui te nourrit? Oui, c'est essentiel. Je cherche de plus en plus à être en lien avec la nature. Ça l'a toujours été. Pour moi, j'ai fait mes premières études, c'était sur les questions de développement durable. On parlait pas de développement durable à cette époque-là, parce que moi, je suis assez âgée maintenant. On parlait d'environnement, et donc j'ai fait un master en protection de l'environnement et communication sur les questions de protection de l'environnement. Donc ça a toujours été très présent. Aujourd'hui, j'aimerais que ça soit présent au quotidien. Je trouve que c'est difficile parce que j'habite en ville et j'ai fait ce choix-là pour développer mon activité de massage énergétique. J'avais déjà ma clientèle en ville. Mais souvent, je rêve de me dire plus tard, quand j'arrêterai de travailler. En ce moment, ce qui m'anime, c'est de me dire j'ai envie de vivre une année isolée dans une cabane pour voir un peu comme Thoreau ou même là plus récente, plus féministe, l'écoféministe québécoise Gabrielle Fitoshiba, qui a passé un an dans une cabane au fin fond du Québec et qui a écrit son livre Encabané. Et voilà, en ce moment, je suis habitée par ça. Voilà. Et j'ai déjà nourri ça puisque j'ai passé 6 mois en camping sauvage avec ma voiture à faire le tour de la France pour jouer mon spectacle Souvent Femme jaillit et pour être complètement libre et dormir dans des endroits complètement improbables. Ouais, ça doit être une belle expérience. Et je pense que voilà, un jour ça arrivera, peut-être ça se trouvera, ça sera le bon moment de le faire. Oui, en fait, et en même temps, ça me suffit quelque part en ce moment de le nourrir à l'intérieur avec des lectures et donc de me dire aussi, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. J'essaye d'aller marcher en nature au moins une fois par semaine, plusieurs heures, et pas très loin de Bordeaux. Et j'arrive à trouver des chemins tout à fait réjouissants. Notamment, j'ai découvert le chemin de grande randonnée, le chemin d'Amadour, donc qui va du Verdon jusqu'à Rocamadour. Et qui est un très beau chemin et qui passe dans le sud de Bordeaux, du côté de la Traîne.
et pas très loin de chez toi. Oui, c'est à côté de chez moi. Mais oui, on a la chance de vivre à Bordeaux et d'avoir un peu une grande variété de paysages et de sentiers Ouais, et puis différents. derrière moi, il y a une photo en noir et blanc du bassin d'Arcachon. Parce que moi, j'ai grandi au bord du bassin d'Arcachon et je suis très imprégnée de cette culture de l'eau. C'est un élément qui est important pour toi, l'eau. Ah, c'est essentiel. C'est Hmm. essentiel. Ouais, essentiel. Vraiment, en médecine chinoise, c'est super important, l'élément eau. C'est le rein. C'est D'accord. l'eau qui monte de la terre. Là, en ce moment, par exemple, en hiver, il faut vraiment réchauffer l'eau du rein. Donc, on est dans le rein énergétique. C'est pas le rein organe en tant que tel, même si c'est un peu la même chose. Mais c'est l'eau et c'est les plus de 60% de notre corps est fait d'eau et plus de 80% de la surface de la Terre est remplie d'eau. Hmm. Donc, vraiment, moi, c'est mon élément et c'est aussi mon élément de ma petite fille intérieure, puisque j'ai eu la chance, enfant, de naviguer en pleine mer et d'avoir des expériences nature et notamment de rencontres avec les dauphins et les requins en plein Wow. océan. Ouais. Donc vraiment, c'est quelque chose de très fort pour moi. Et les marsouins, parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, je faisais du dériveur, donc du petit voilier pour deux personnes, du 420. Et il y avait beaucoup de marsouins dans le bassin et on naviguait très souvent avec les marsouins qui jouaient avec nous. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, ils sont partis aujourd'hui. Ouais, il y a plus de marsouins et puis il y a plus d'hippocampes. Moi, Ah ouais. il y a énormément d'hippocampes. Alors, on n'était pas éveillés à ce moment-là. J'ai ramassé beaucoup d'hippocampes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour les hippocampes parce que j'en ai Mhm. ramassé beaucoup trop. Mais j'étais fascinée par les hippocampes. C'est Ouais. fascinant. C'est ces petits chevaux là. Ils se Moi baladent comme aussi, ça. j'adore leur façon de circuler, oui. Et puis comme moi, nous, à la plage près de chez mes grands-parents, on descendait, on mettait le masque et il y avait les hippocampes, quoi. Ah, je savais pas. Là, Ah tu vois, oui, oui. tu m'apprends des Ouais, choses. ouais. Ouais, moi, à l'épuisette au bord de la plage, on ramassait plein de crevettes, plein de petites trogues et des hippocampes. Ok. C'est plus le cas. Ouais, c'est un peu triste, mais voilà, on va dire que aujourd'hui c'est comme ça, et peut-être qu'un jour ils reviendront, faut espérer. Alors, il y a eu un programme de réintroduction il y a un programme de réintroduction des hippocampes dans le bassin d'Arcachon, dans le fond du bassin, et ils ont réussi à le réintroduire. Ok, Ouais, donc ils sont en train de réintroduire l'hippocampe. super, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. On va rester là-dessus. Euh, et j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ta pratique de massage. C'est quoi, par exemple, le massage tuna, le massage tantrique? Est-ce que tu Mm. peux nous expliquer un petit peu? Alors, le massage Twina. Twina, c'est en chinois, c'est les techniques manuelles, on va dire. Donc, le massage Twina est un massage qui va simultanément détendre la zone tendinomusculeuse et travailler les méridiens dans le sens où c'est intéressant pour la circulation de l'énergie. Donc, par exemple, le bras, le bras, je vais le masser dans ce sens-là, qui est le sens intéressant pour les méridiens, et l'intérieur, je vais le masser dans ce sens-là. Donc, ça va pas se sentir quand la personne va être massée, mais il y a toute une logique énergétique dans la façon dont on masse. Par exemple, on va masser les doigts et on va serrer là parce que c'est l'extrémité des méridiens. Donc là, c'est gros intestin et poumons. Et donc, par exemple, on va serrer, voilà. Et ça, du coup, ça va, comme c'est l'extrémité, ça va réactiver. Le massage Twina, c'est un massage que j'aime beaucoup parce qu'il est systématique. Par exemple, on va prendre le dos, on va couper le dos en 4 et on va masser, donc on va globaliser et on va masser en haut à droite, en bas à droite, globaliser, en haut à gauche, en bas à gauche, globalisé. Et du coup, c'est comme un scanner systématique de tout le corps. On va passer tout en revue. Le bras, on va faire le là, puis on va faire l'avant-bras, travailler beaucoup les articulations qui sont considérées comme des écluses énergétiques.
Donc, si les articulations sont verrouillées, l'énergie ne circule pas. Donc, on travaille beaucoup les articulations. Et il y a beaucoup de massages qui ne le font pas parce qu'ils considèrent que c'est fragile, les articulations. Donc, en fait, non, nous, au contraire, on y va, mais parce qu'on sait aussi comment faire. Donc, ça, c'est ce massage de tout le corps que moi, j'ai appelé dans ma carte de massage, le massage fleur de cerisier, en référence à la Chine. Et aussi parce que c'est une pratique très particulière de massage, le fleur de cerisier. Et donc, c'est un massage de tout le corps qui va à la fois détendre la zone tendino-musculeuse, donc tout ce qui va être courbature, douleur, inconfort, et rééquilibrer énergétiquement par ce travail sur les méridiens. Et sur certains points, en fonction du besoin de la personne, ça va être comme en acupuncture. Donc ça, pour les personnes, on a plus l'habitude. On va mettre des aiguilles sur certains points et on va relancer le système énergétique et rééquilibrer. En gros, on va vider certains endroits et remplir d'autres pour que tout ça se rééquilibre. En système fermé. Le corps humain est un système ouvert. Donc, on a Bahoué, qui est le lien avec le ciel. Les pieds, donc sous la plante des pieds au niveau des coussinets, RN1, donc le rein 1, en lien avec la terre. Et ici, les Laogong, en lien avec nous, l'univers. Et moi, je masse avec mes Laogong. Et donc, mon système énergétique va rentrer en relation avec le système énergétique de la personne massée. Et c'est là où intervient le nettoyage énergétique, où on va pouvoir dire en quelque sorte, c'est pas vraiment ça, mais je vais prendre l'énergie dite viciée en chinois, donc tout ce qui va être tension, trauma, énergie coincée, ça va passer dans mon corps. Et chez moi, c'est pas le cas de tous les énergéticiens, mais souvent, il va être propulsé par un rho. Donc, ça va être ce système où je vais sortir ça. Ça peut être par tous les émonctoires, en fait. Les yeux qui coulent, le nez qui coule, la transpiration, des tremblements, des bâillements. Voilà. C'est un peu le principe, enfin, c'est le même principe que le Reiki. Le Reiki se fait à distance. En énergétique, en massage énergétique, on masse. Mais on fait aussi, nous, ce qu'on appelle, non pas du Reiki, puisque c'est pas la même école, mais du Qigong énergétique. Donc là, on va se mettre en posé, à distance, et on va nettoyer à distance. Ça du corps, par exemple, mais parfois, on peut aller travailler le Wei Qi, donc l'enveloppe de protection énergétique qui elle-même peut être encombrée, donc ça va être à plus grande distance. D'accord. Je dirais juste une chose, c'est que le Reiki, c'est pas à distance, on est vraiment sur la peau. Ah oui, d'accord. On peut le faire aussi à distance, mais c'est autre chose. Donc, c'est le même principe. Je pensais que c'était oui, c'est ça. Et donc, nous, voilà, moi, je le fais à même la peau, mais parfois, je le fais à distance parce que c'est la bonne chose. Notamment sur le ventre, je le fais beaucoup. Une fois que j'ai massé le ventre, en fait, c'est comme si ça affleurait et que après j'ai tout remonté et que ça affleure et là, je nettoie comme si je faisais un geste comme ça. Là, on le voit, voilà, ou parfois, je fais comme ça. Voilà. Bon, là, je le fais ici parce que c'est un point important, c'est le RN17, RNMI 17, au niveau du... Voilà. Et ça va être ce nettoyage, mais on travaille aussi les points d'acupuncture, alors souvent plutôt avec ce doigt-là, hein, dans un sens pour nourrir et dans l'autre pour vider. Voilà. Ok. Et enfin, ça a l'air très technique. Oui. Est-ce que tu utilises aussi ton intuition ou par exemple tu vas rester plus sur une zone parce que tu as l'impression que là il y a quelque chose ou est-ce que finalement tout est très cadré et tu fais le protocole et alors effectivement ça pourrait être comme ça et alors je me permets, si on va à l'Institut du Twina à Bordeaux, qui est un institut bien-être, ça va être comme ça. En fait, ça va être, on suit le protocole. Moi, je suis énergéticienne et thérapeute. Donc, chaque massage est précédé d'un entretien où je vais déterminer avec la personne le protocole nécessaire en fonction de ses besoins, comme quand on va chez l'acupunctrice qui va décider de mettre certains points parce qu'elle entend des choses. Et ensuite, au moment du toucher, alors ça, c'est toujours fascinant, il y a toujours un décalage entre ce que les gens disent et ce que le corps dit. Et c'est normal.
C'est bien pour ça, parce que on se connaît pas et on a une distance aussi. Et c'est l'inconscient aussi qui est pas forcément accessible par la parole. Mais le corps, lui, ne ment pas. Le corps, lui, parle. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'héros, c'est comme un GPS. Pour moi, je dis que c'est une chance, un don que j'ai ou un talent que j'ai développé. Et c'est un GPS. Et il y a des zones sur lesquelles je rote. On ne sait pas pourquoi, mais je reste tant que j'ai des rots. Et à un moment donné, ça s'apaise. Et là, je sais que c'est nettoyé. Ok. Super. Et est-ce que tu veux bien nous parler aussi du massage tantrique? Alors, le massage tantrique, je le pratique peu parce que je cherche à accueillir des personnes qui sont vraiment dans une démarche de tantra. Donc, la façon dont je le pratique, c'est au sol. La personne massée est nue et massée dans la globalité de son corps, y compris les parties génitales, si elle le souhaite, puisqu'il y a un cadre prédéterminé. Et ce massage, en fait, est un massage effectivement lent, sensuel, sur la globalité, qui a pour intention de redonner un sentiment d'unité au corps, de retrouver l'unité. Les personnes se focalisent sur les parties génitales. Il se trouve que les parties génitales, on en prend soin, ou j'en prends soin comme je prends soin des oreilles ou du bras. C'est dans cet esprit-là. Il n'y a pas un soin particulier et une attention. Alors si, il y a un soin particulier, mais il n'y a pas une intention plus importante ou une attention plus importante à cet endroit-là. Bien sûr, il y a une façon de masser les parties génitales qui n'est pas du tout la même manière que de masser le dos. Mais je ne masse pas le dos de la même manière que je masse le ventre. Bien sûr. Avec le dos, je peux mettre beaucoup de force, ce qu'on ne fait pas, en tout cas dans la plupart des soins, dans le ventre. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver une sensualité, une douceur, une globalité dans le massage tantra. C'est un massage que j'aime beaucoup. Qui est très proche de la danse pour moi. En tout cas, en tant que praticienne, je sens que je suis nourrie par la danse libre. Et ma façon à moi de masser, je suis très engagée corporellement. Donc, je le fais le plus souvent en côte à côte. Mais je vais pouvoir masser avec tout mon avant-bras. Je vais parfois masser avec mon ventre, c'est-à-dire que je vais faire rouler la personne. Je vais mettre les jambes de la personne sur mes épaules pour pouvoir la faire s'étendre. Donc, il y a un engagement corporel très important. Parfois, je mets mon pied sous l'aisselle et j'ai fait un étirement et avec mes mains, je suis au pied. Donc, mes mains au pied et mon pied sous l'aisselle de la personne, ça fait un énorme étirement. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui est très chorégraphique et aussi avec la personne qui va rentrer elle-même dans une espèce de mobilité, de fluidité. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'interaction, puisque c'est un massage. Mais si la personne a besoin à un moment de se cambrer, si elle a envie de se mettre sur le côté parce qu'elle ressent que c'est important pour elle, si elle a envie de s'étirer, moi, si je vois quelqu'un qui commence à faire ça, je vais tout de suite passer mes mains dessous et aller travailler cet étirement jusque sous les fesses et revenir dans l'aine. Voilà, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est comme une danse finalement, basée aussi sur la respiration, parce que je sais que c'est important pour toi. Oui, alors, à l'origine, dans la pratique, quand je fais ce geste, que moi j'ai appris, qui est le cachemirien Shivaïte, on a la position Shiva Shakti. Donc, Shakti, c'est l'homme. Non, Shakti, c'est la femme. Shiva, c'est l'homme. Et on est... la personne massée est assise à califourchon sur moi qui suis assise en tailleur. Donc, on se prend dans les bras. On imagine que j'ai un corps là, on se prend dans les bras. Donc, on a des statues comme ça, Shiva Shakti, indiennes, qu'on peut connaître. Et donc là, on est pubis contre pubis et on respire ensemble un moment en faisant ce qu'on appelle le tandava, donc un mouvement qui part du pubis et qui va se développer dans tout le corps. Donc, moi, je vais amener la personne massée dans une espèce de fluidité comme ça, et nos souffles vont s'accorder
pour que quand on est une yogini tantrika de haut niveau, le souffle fasse le chemin, pubis, cœur, donc mon cœur au cœur de la personne et redescendre au pubis. Et qu'il y ait cette spirale de souffle. Mais il faut que la personne massée soit aussi dans cette capacité respiratoire. Parce que c'est à deux. Moi, je ne peux pas respirer toute seule. Oui, donc, et ensuite, je pose la personne et il y a le massage, mais on reste tout le massage pubis contre pubis, pas pour des raisons sexuelles du tout, mais pour des raisons de circulation du souffle. Oui. De connexion, finalement. De connexion, mais du souffle, vraiment. Parce que, et aujourd'hui, quand moi, j'ai peu de personnes qui viennent me voir, qui sont vraiment dans cette capacité respiratoire, je préfère le faire côte à côte. Il y a la connexion, mais parce qu'en fait, cette connexion pubis à pubis porte à confusion quand on n'est pas dans la pratique du souffle. Ouais. Et parfois, j'ai des messieurs qui viennent depuis plus longtemps et je fais des pratiques respiratoires avec eux je leur apprends à respirer pour que petit à petit, ils puissent rentrer vraiment dans cette pratique du souffle. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une pratique spirituelle. Donc, ça m'empêche pas de le pratiquer de façon, dans une approche bien-être, qui me semble très, très importante, parce que c'est une autre façon de pratiquer la connexion à soi. Mais parfois, il y a ces connexions d'ordre spirituel, puisque dans le tantra, à l'origine, c'est se servir de l'énergie sexuelle comme d'une voie d'accès à la spiritualité. C'est l'érotisme comme voie spirituelle. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu veux bien nous dire 2 mots de ton dernier bébé, le dernier massage que tu as créé? Ah oui, alors j'ai créé un massage qui s'appelle Massage Tantra Soins du féminin et qui est une fusion du massage énergétique et du tantra. J'ai une amie que je masse très très régulièrement qui est une prof de yoga Kundalini, donc on comprend aussi pourquoi. Donc je la masse, voilà, on a toujours des expériences assez folles parce qu'elle a la capacité justement d'être dans le souffle. Je la masse pas en tantra, je la masse toujours sur table. Et là, cette fois-là, je lui ai fait un tantra sur table, en fait, quelque chose d'extrêmement sensuel. Et on avait déterminé un cadre auparavant où j'ai fait un soin énergétique de la zone zénitale très long. Donc ce que je fais le plus souvent, et ça c'est en fonction de ce que décide la femme, je mets un tissu très fin sur la vulve et je fais des touchés énergétiques sur le périnée. Je vais aller faire un toucher du Renmai 1. Donc Renmai, c'est ce méridien qui fait l'axe central, l'axe médian. Et au niveau du périnée, entre l'orifice du vagin et l'anus, au milieu, il y a un point énergétique essentiel qu'on a aussi dans la culture du yoga, qui va être au niveau du chakra racine, on va dire. Et là, je travaille ce point soit en toucher, soit en distanciel. Je travaille beaucoup l'aine, le bas du ventre, le sacrum, et je fais un soin énergétique très long sur la table, qui peut durer en distanciel 10 minutes en fonction de ce qui se passe pour vraiment faire un nettoyage. Donc, il y a cette approche à la fois de mes deux pratiques qui se mélangent, donc le tantra avec la sensualité et les gestes très lents, très enveloppants. On va pas être dans du tendino-musculeux et ce travail énergétique sur la zone génitale qui est très, très puissant. Ok, merci beaucoup. J'aimerais bien que tu nous parles, est-ce que tu as donc des événements qui arrivent, donc que tu nous as dit qu'il y avait le cercle, est-ce que tu peux nous dire exactement les dates si tu les as? Oui, alors le premier rendez-vous, je me penche pour prendre le flyer que voici, vous allez le voir à l'envers, mais vous allez repérer un petit peu l'image. Et donc le premier rendez-vous est le dimanche 1er mars, et ensuite
Sur ce flyer, j'ai pas les dates. Si, 19 avril, 24 mai, 14 juin, 5 juillet. Donc la journée complète de 9h30 à 17h30. C'est à Bordeaux, dans une salle qu'on a louée qui est très jolie, avec un très beau parquet, assez spacieuse, et du côté dans le quartier Fond-Naudège. Et donc c'est co-animé avec Emmanuel. On a décidé de s'associer parce qu'on a des personnalités très complémentaires. Moi, je suis assez dynamique, beaucoup portée sur le mouvement, la danse, sur l'anatomie et sur les médiums artistiques. Donc, tout ce qui va être écriture spontanée, dessin, bon, ce qui se comprend avec tout ce dont je vous ai parlé. Et Emmanuel va apporter l'aspect exploration des émotions. Et nous sommes toutes les deux praticiennes en massage et elle va amener beaucoup le toucher conscient. Voilà. Et on l'a conçu comme un U. Donc, la première journée, on rentre dans le groupe, on fait connaissance, on attire, on pose ses intentions, on se connecte à soi et aux autres, on pose le gros de ce qu'il y a à poser. La deuxième session, on est sur l'exploration des seins, de sa poitrine. Donc moi, je parle aussi plutôt du buste parce qu'on peut avoir des personnes qui ont subi suite à un cancer une mammectomie et il y a quand même un rapport au buste que il s'est passé des choses. Le creux du U, on va être dans l'exploration du sexe avec une séance consacrée plus particulièrement à l'exploration visuelle de sa vulve et son rapport à son sexe, et une autre sur l'exploration avec le spéculum, et la dernière est une sortie, en fait, comme une célébration, une intégration, une projection vers la suite. Donc vraiment ce travail, cette approche en U. Et l'idée d'amener plein d'outils différents, c'est qu'on est multifacette. Et avec une facette, on va pouvoir accéder à soi-même d'une certaine manière et une autre facette d'une autre manière. Avec l'écriture spontanée, par exemple, il y a un des exercices où on écrit une lettre à son sexe. On lui dit cher sexe ou comme on veut. Et là, on va apporter quelque chose. Avec le dessin, ça va être autre chose. Avec le toucher. Et donc, ça va permettre petit à petit de s'approcher de quelque chose de riche qui est nous et qui n'est pas défini de façon précise, puisque c'est toujours en mouvement. C'est comme notre énergie de vie là, c'est de ça dont on s'approche, de ce rapport à son énergie vitale, à sa libido, à sa kundalini, et comment après, si je connecte à ça, après comment, un peu ce que j'ai raconté en fait de mon histoire, comment j'ai connecté un jour à ça, et qu'après, depuis, ça fleurit. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de repose végétative et de doute chez moi, mais je sens que ça fleurit quand même. Ça continue de fleurir. Ça donne envie. Merci. Ça va être super, ouais. Et j'avais envie de souligner le fait que, en fait, et c'est super, il y a plein de cercles de femmes depuis quelques années, parce que les femmes, on ressent le besoin d'avoir des espaces où se retrouver, où reprendre des forces. La particularité de ce cercle, c'est un groupe continu. Donc, on avance ensemble dans la durée et aussi la profondeur des propositions faites. Il y a la parole, mais on va vraiment en profondeur dans un cadre sécure avec Emmanuel et moi-même qui sommes très expérimentés. Donc, on peut venir en toute confiance. Nous, on est là, justement, on est deux pour bien porter le cadre. Super. Tu viendras nous raconter ça dans 6 mois. Oui. On a l'intention, moi, mon rêve, justement, ça serait de créer comme une école, en tout cas un programme de connexion de la femme à soi-même avec soit des cycles longs, soit des demi-journées, soit des journées, soit on fait une thématique, une autre. J'aimerais bien proposer ça. Comme ça, chaque femme, là où elle en est, pourrait venir à ce qui lui parle à un moment donné et avoir la possibilité aussi de rebondir vers quelque chose d'autre. Pour éviter aussi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, on s'éparpille parce qu'il y a énormément de propositions. Oui. Mais aussi, si je crée un programme complet, ça permet quand même de rentrer,
mais aussi de pouvoir rester, ne pas se disperser, bien qu'on puisse picorer. Voilà. Ok, super. On verra. Oui, on verra. Soyons fous, rêvons. Et alors, je crois que tu as un petit poème pour terminer cet entretien. Est-ce que tu veux bien nous le lire? Oui, alors je lis, c'est un recueil de poésie de François Cheng, qui est sinologue, donc qui est chinois, qui a fui la Chine, qui est académicien, et ça s'appelle Le livre du vide médian. Et on pense souvent on a une vision de la médecine chinoise comme binaire, puisqu'on a le yin et le yang, qu'on va retrouver dans le signe du Tao, mais en fait pas du tout, puisqu'ils se tiennent l'un l'autre. Oui. Et ce qui est important, c'est l'espace entre, ce vide médian, ce vide qui permet la création. Par exemple, en massage, on est deux, et qu'est-ce qui est créé, c'est ce qui est l'essentiel, c'est ce vide médian là entre les deux personnes. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Quand il y a un arbre et un oiseau et que tout d'un coup ça nous émeut, c'est parce qu'il se crée quelque chose entre l'arbre et l'oiseau. Donc, voilà. Et donc, le poème. Survivre au désir, porter la soif plus loin que l'oasis, à l'orée de l'ombrage et du bruissement, céder sans remords, à l'âpre ivresse de l'immense. Merci beaucoup, Valérie. Merci pour ce poème et pour cette belle interview et tout ce que tu nous as confié. C'était très riche. Merci, vraiment. Merci pour tes questions et j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce qui me passionne de façon la plus sincère possible. Merci et puis belle continuation à toi. Merci.